Amine Umline, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien pour le magazine Nexus. Alors on vous retrouve à Saintes ce 19 mai lors de cette conférence du CSI, du Conseil scientifique indépendant. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je m'appelle Amine Umline, je suis docteur en pharmacie et juriste, notamment en droit de la santé. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Saintes? J'ai eu l'honneur de recevoir une invitation de la part des membres du Conseil scientifique indépendant. Conseil scientifique qui m'avait déjà invité plusieurs fois depuis le début de la gestion de la Covid-19 et en particulier depuis le début de la vaccination contre la Covid-19 pour présenter différentes thématiques qui relevaient de ma compétence, à savoir notamment sur l'évaluation du rapport bénéfice-risque des vaccins, la pharmacovigilance, et une thématique qui les a beaucoup intéressés sur le plan juridique, c'est-à-dire la notion du consentement libre et éclairé, et ensuite aussi sur la réglementation qui concerne les lanceurs d'alerte. Alors pour résumer, qu'est-ce que vous avez pu dire durant votre intervention d'hier? Oui. Pour résumer, c'est rappeler l'importance du consentement libre et éclairé, faire comprendre à toute personne qu'il est le maître à bord concernant sa santé, qu'il a même l'obligation de prendre la décision qui concerne sa santé, parce que ce consentement libre et éclairé juridiquement, c'est le pont, c'est le lien qui unit l'information qu'on délivre aux personnes sur les médicaments à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que si on ne respecte pas ce consentement, y compris pour les personnes vulnérables, les enfants, lorsqu'ils sont en âge d'avoir un minimum de discernement, et pour les personnes âgées qui sont aussi souvent sous des mesures de protection judiciaire, comme la tutelle, la curatelle, eh bien ces personnes doivent être associées aussi, selon leur capacité, à la décision qui concerne l'administration d'un médicament. Parce que si on ne respecte pas ce consentement, cela revient à exclure la personne de l'espèce humaine. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que le consentement n'a pas été éclairé durant la crise du Covid-19? Un consentement libre et éclairé, il y a libre et éclairé. Donc c'est des termes très précis. Libre, ça veut dire que la personne prend la décision sans contrainte. Sans violence. Donc la contrainte peut être une violence par la loi ou par des moyens déguisés, par exemple. Comme ce qu'on a vécu avec les passes sanitaires et vaccinales. Et la loi, c'est la loi du 5 août 2021 qui concernait les professionnels de santé, les pompiers, etc. Éclairer, ça renvoie à l'information. Parce que pour que la personne puisse avoir une décision éclairée, il faut lui donner une information et les caractères de cette information sont définis par la loi, par le Code santé publique. C'est des termes très précis. Il faut que, pour le médecin, le Code de déontologie des médecins oblige le médecin à donner une information, je cite, loyale, claire et appropriée. Et là encore, chaque terme est précis qu'on pourrait développer sur beaucoup plus de temps. Et pérenne. Pérenne, ça veut dire que si on administre un médicament à un patient et des risques nouveaux apparaissent, après, on a l'obligation de rappeler la personne pour l'informer. Si je prends l'exemple des myocardites qui sont apparus qu'après quelques mois de vaccination pour la Covid-19, on doit rappeler normalement toutes les personnes vaccinées, leur dire qu'on a identifié un nouveau risque, les myocardites, les péricardites. Le but, c'est quoi? C'est d'anticiper la réalisation du risque. C'est-à-dire empêcher qu'il y ait des risques cardiaques beaucoup plus graves, tels qu'un arrêt cardiaque ou un décès qui peuvent arriver après. Ça n'a pas du tout été fait? À ma connaissance, non. Et donc, éclairer, c'est ça. Et c'est tellement important, l'information, c'est le nœud du problème en fait. C'est tellement important cette information que la loi, en 2016 en France, ils ont consacré l'interprétariat linguistique.
C'est-à-dire quand vous avez une personne qui ne comprend pas votre langue à l'étranger, il faut trouver un interprète pour que ce que vous dites, si vous ne parlez pas la langue de la personne qui est en face de vous, il faut un interprète pour que le médecin puisse passer le message de façon éclairée. Et le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, est allé même plus loin, c'est-à-dire au-delà des actes de soins, puisque l'information concerne les actes de soins, qu'ils soient à visée diagnostique, comme une radio du poumon par exemple, une IRM, avec l'injection des produits de contraste par exemple. Ça concerne les actes curatifs, un traitement pour traiter une maladie, et ça concerne aussi les actes à visée préventive, comme la vaccination. Et le Conseil d'État est allé plus loin pour imposer un devoir d'information, et il a condamné un centre hospitalier universitaire français pour ne pas avoir informé la femme des risques liés à l'accouchement non pathologique par voie basse. C'est-à-dire même pour un accouchement normal, qui n'est pas un acte de soin, eh bien, le médecin doit informer la femme concernée des risques liés à l'accouchement. Comment vous expliquez, vous analysez ce deux poids deux mesures? Là, on voit donc sur cet exemple assez flagrant le fait qu'il y ait du coup le Conseil d'État qui tranche en faveur d'une information libre et éclairée qui n'a pas été transmise. Et là, sur un produit vaccinal, où beaucoup de gens, ou la plupart des Français, n'ont pas eu les informations nécessaires et n'ont pas du tout eu la liberté suffisante. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que, et c'est ça un peu la particularité de ce qui est inédit dans cette affaire, c'est que toutes les informations sont publiées par les autorités sanitaires et politiques sur leurs sites respectifs. Donc, ces informations figurent dans l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle qui est validée par les autorités et par le laboratoire lui-même. Mais le public ne sait pas aller chercher cette information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le corps du texte publié, les autorités relèvent on a peu ou pas de données chez telle ou telle population. Conclusion, et c'est ça qui est inédit, on peut le faire quand même. On peut recommander le vaccin et même obliger les personnes. Donc, ça a commencé dès décembre 2020. Je prends l'exemple, donc la Haute Autorité de Santé, la HAS française, publie, c'est sur leur site, rien de caché. On n'a pas assez de données chez les plus de 75 ans. Conclusion, on commence par eux. Ensuite, l'autorisation de mise sur le marché vous dit, dans une rubrique qui s'intitule « Mise en garde spéciale », on n'a pas de données chez les immunodéprimés ou chez les personnes qui sont sous médicaments immunosuppresseurs, comme les personnes qui ont reçu une greffe d'organes. Et en parallèle, on reçoit, en tant que pharmacien et médecin, des notes de la Direction générale de la santé, signées par le directeur général de la DGS et par la Task Force Vaccination, nouveau langage pour moi, que je ne connaissais pas avant. Et dans cette note, ils vous disent, vous pouvez aller jusqu'à 3 doses chez ces personnes. Femme enceinte, l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM vous dit, pas de données, on les vaccine. Les femmes qui allaitent, on ne sait pas si le vaccin passe dans le lait maternel. On aurait pu, pour les femmes qui allaitent, leur proposer un allaitement artificiel si les femmes voulaient se vacciner, mais pas. On vaccine. Décembre 2021, je consulte l'autorisation donnée pour les enfants de 5 à 11 ans. C'est marqué, nous avons différé l'obligation de présenter les résultats des études sur cette population, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les résultats des études. Phrase suivante, on autorise. Et puis, lors de l'audition publique et contradictoire qui a été diffusée en direct du Sénat, lors de l'enquête qui a été faite sur les effets indésirables, une sénatrice française, donc Madame Dubarin, Madame Laurence Muller-Bråhl, elle a informé les députés et les sénateurs qui étaient présents de ce que le journal Le Monde a publié. Et on apprend que plus de 4000 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés par des doses adultes
alors que les autorités sanitaires n'avaient pas donné l'autorisation. Mais il s'est passé quoi alors pour que toutes ces anomalies, ces scandales se succèdent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le plus inédit pour un pharmacien, en ce qui me concerne, c'est d'avoir découvert dans l'autorisation, encore une fois, de mise sur le marché, publiée sur le site de l'EMA, l'Agence européenne du médicament, auquel on peut accéder par le site de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament française, dans l'annexe 2, je dis même le paragraphe E, vaccin par vaccin, il vous explique qu'ils attendaient des preuves complémentaires sur la composition même du vaccin, sur la substance qui agit, sur les excipients, sur le procédé de fabrication et sur la reproductibilité des lots. Donc comment ils ont pu commencer un essai clinique? Avec un produit qu'ils ne connaissent pas. Avec un produit qui ne permet pas de libérer des lots reproductibles et comparables. C'est comme si vous dites à des passagers d'embarquer dans un avion, il manque une aile droite, un réacteur à gauche, vous leur dites nous avons une science tellement développée, une technologie tellement nouvelle et performante, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à bord à destination en toute sécurité. Les éléments de sécurité manquants vont s'auto-fabriquer durant le vol. Vous voyez un peu l'image? C'est comme si vous lancez une série de fabrication de voitures alors que vous n'avez pas caractérisé tous les éléments de sécurité qui vont rentrer dans les freins, les pneus. C'est moi l'image que je donne pour que les gens puissent comprendre. Ça veut dire quoi, que le lobbying pharmaceutique a été très efficace? Je ne sais pas si ça vient des... J'ai vraiment un gros doute sur cette question. Qui est responsable de ça? Parce que pour moi, le laboratoire, c'est ce que j'ai dit lors de l'enquête. J'ai été auditionné par l'OPEX. L'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Pour moi, le laboratoire, il a indiqué toutes les incertitudes qui restaient dans les documents publiés. Donc le laboratoire fait preuve, entre guillemets... C'est ce que j'ai dit pour moi le laboratoire était plus prudent que le gendarme du médicament. De transparence, de prudence, c'est vrai, hein, on avait même constaté au sein de la rédaction de Nexus que beaucoup d'informations prudentes étaient transmises par le laboratoire sur leur site internet, ils n'ont rien caché. Les notices. Et le pouvoir politico-médiatique français, européen, occidental se sont complètement engouffrés dans un aveuglement vaccinaliste. En tout cas, moi, selon mon expérience que j'ai vécue, donc j'étais le témoin direct. Moi, je suis responsable de la pharmacovigilance et depuis 2015, d'un centre d'information indépendante, c'est-à-dire exempt de tout conflit d'intérêts, inédit en France, soutenu par l'hôpital de Cholet et qui a donné satisfaction jusqu'à maintenant. On a fait des conférences sur le site de l'hôpital, sur des dossiers de médicaments très sensibles, et le premier c'était le Levothyrox. Quel est le nom de ce centre? Le CETIAP, le CTIAP, Centre territorial d'information indépendante et d'avis pharmaceutique, qui dispose d'un blog. Et au départ, j'ai même fait une conférence sur le dossier du premier vaccin autorisé, des laboratoires BioNTech Pfizer. J'ai même eu le droit à un plateau de télévision, de la télévision locale du Choletais, qui m'ont offert pour la première fois leur plateau pour pouvoir diffuser la conférence, parce qu'on ne pouvait plus le faire sur le site de l'hôpital du fait de la gestion de la distanciation sociale. On ne pouvait pas proposer au public de venir massivement dans la salle. Et j'avais le soutien de la direction qui écrivait à vos confrères que l'initiative du CETIAP est la bienvenue. Et dès que j'ai révélé les incertitudes sur la composition dont je vous parlais tout à l'heure, et pour moi c'était tellement inédit que j'ai fait cette analyse avec une consoeur pharmacienne qui a travaillé toute sa vie dans l'industrie pharmaceutique, dans les affaires réglementaires internationales. Et je peux la citer, c'est Madame Catherine Frade. Et à partir de la publication de cet article le 2 avril 2021 sur le site du CETIAP, l'hôpital, le CETIAP et moi sommes devenus des cibles des journalistes. Quels journalistes? L'AFP.
l'agence France Presse dite factuelle. Et l'avantage de la procédure disciplinaire, c'est que j'ai récupéré le courrier que la fact-checker de l'AFP envoie au directeur de l'hôpital pour lui demander des comptes. Comment se fait-il que votre pharmacien s'exprime comme ça? Et le directeur qui se met à genoux et il commence à se justifier auprès de cette journaliste qui se présentait comme fact-checker domaine de la santé. Et quand on va sur son compte Twitter, on découvre qu'elle est plutôt dans le domaine de l'économie. Et à partir de ce moment-là, le directeur de l'hôpital a retourné sa veste. Après, j'avais demandé un débat avec M. Véran, Olivier Véran, notre ancien ministre de la Santé. Avant ce demande de débat, je lui avais envoyé un courrier dès le mois de mars, lorsqu'il a été question du projet d'obligation vaccinale, pour lui rappeler les textes réglementaires, les textes de loi, notre corpus juridique composé de textes nationaux, droit pénal, droit civil, droit européen et conventions internationales, comme la convention d'Oviedo sur le consentement, protection du consentement, et que la loi ne peut pas passer outre ce droit européen et ces conventions internationales. Et après, il tweet, au mois de juillet, il tweet, le 9 juillet 2021, si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d'inquiétude, c'est que vous avez trop pédalé. Et donc quand on sait ce que les juges attendent en matière d'information sur le médicament, pour respecter le consentement, ce que la loi oblige à donner comme information, c'est-à-dire qu'on doit donner toujours le risque en perspective des bénéfices. Que pour les risques, les juges, ils disent, et même la loi, ils disent il faut que toute personne, avant qu'elle reçoive un traitement, avant qu'elle reçoive une opération chirurgicale, ou un acte de diagnostic, administration d'un produit de contraste par exemple, pour faire un examen de diagnostic, on doit lui communiquer les risques fréquents ou les risques graves, même exceptionnels. Et quand vous comparez ce que exige la loi et les juges, et vous mettez en parallèle le tweet de M. Véran, c'est une violation du droit. Donc, j'ai soumis ça dans mon rapport que j'ai remis aux parlementaires, et ça a valu à M. Véran le qualificatif d'un manquement au devoir de probité. Donc, l'OPEX, dans son rapport qui a été publié le 9 juin 2022, eh bien, ils ont relevé que la communication institutionnelle des autorités sanitaires et politiques a manqué de transparence, de vérité et de probité. On rappelle, hein, vous étiez auditionné le 24 mai 2022 par cet office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans le cadre de l'enquête du Sénat sur les effets indésirables des vaccins anti-Covid réalisée suite à une pétition citoyenne. Comment rapidement, pour revenir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'informations dans les médias mainstream sur cette audition, comment s'est passée cette audition? Quelle était l'ambiance? Est-ce que vous étiez suivi, soutenu par d'autres confrères? Est-ce qu'il y a eu des contradictions qui vous ont été opposées? Vous pouvez nous résumer un peu la journée? En fait, il y a eu d'abord une première audition à huis clos. Que moi, personnellement, c'était le 8 avril. L'OPEX, il a fait plusieurs auditions à huis clos de plusieurs dizaines de personnes. Des autorités sanitaires, des personnes qui étaient compétentes dans tel ou tel domaine, des victimes, des faits indésirables, des associations qui étaient engagées dans la lutte contre les effets indésirables et pour que l'État reconnaisse l'existence de ces effets indésirables. Et après ces premières auditions à huis clos, ils ont fait une audition publique. Moi, la veille de cette audition, je leur ai transmis un rapport. Un rapport où j'ai synthétisé, j'ai compilé tout ce que j'ai publié sur le site de CETIAP depuis le début. Ce rapport, ils n'ont relevé aucune contradiction, aucune erreur de raisonnement. Ils m'ont dit qu'ils allaient se servir pour faire leur propre rapport. Donc, ils ont quasiment validé tout le raisonnement que j'ai proposé, à tel point que le titre de l'enquête a changé. Au départ, c'était les effets indésirables des vaccins contre la Covid et système de pharmacovigilance français. Et après, ils ont compris que moi, je ne voulais pas. Le vaccin, c'est qu'un produit, mais que le problème venait de la communication. Parce que c'est la communication qui influence sur la décision, sur le consentement.
et donc sur la dignité humaine. Donc, le 24 mai, je faisais partie des 3 personnes sélectionnées pour venir en face des autorités sanitaires et politiques. Donc l'audience a été publique, elle est filmée, elle a été diffusée en direct. Et le 9 juin, l'OPEX, donc durant l'audition, eh bien, on a pu s'exprimer, c'était la première en France. Et pour ça, je pense qu'il faut remercier le président de l'OPEX, qui était M. Cédric Villani, député et mathématicien. Et c'est pour moi le premier organe qui a permis ce débat contradictoire. C'était le premier, de façon officielle. Est-ce que ce que vous avez dit a posé problème durant l'audition? Ça n'a pas été contredit. C'est-à-dire que les réponses qu'on a soulevées, pas eu de réponse en face. C'est filmé. Ça a duré 4 heures. Il y a eu un échange. Donc vous allez voir les questions qu'on pose et vous constatez la réponse adverse. Par exemple, quand j'ai parlé des décès étiquetés cause inconnue et que j'ai rappelé ce que l'ANSM elle-même a publié début janvier 2021, ils ont dit que voilà la méthode qu'on va utiliser, qui était la méthode habituelle, hein, pour dire si le vaccin est impliqué ou pas dans les effets indésirables. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un effet indésirable grave, notamment comme un décès, le médecin va essayer de voir d'où vient la cause du décès. S'il ne trouve aucune cause certaine, la conclusion qu'ils doivent rendre, on ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Ce qui a été fait, c'est que des décès ont été étiquetés cause inconnue, et ils ont rendu la conclusion, on ne peut pas retenir le rôle du vaccin. Donc tout ça, ça a été filmé. Et le rapport a été publié, un rapport d'étape et un compte rendu ont été publiés le 9 juin 2022 sur le site de l'OPEX Assemblée nationale ou OPEX Sénat. Et dans ce rapport... Dans quel sens va ce rapport? Comment? Dans quel sens est allé ça au rapport? Et dans le corps du texte, ils ont relevé que, ce que je vous disais, que la communication institutionnelle des autorités a manqué de transparence, de vérité et de probité, que les personnes donc il y a eu une communication disproportionnée en faveur du bénéfice, au détriment ils ont minimisé les risques, que les personnes vaccinées qui ont eu des effets indésirables ont été marginalisées, abandonnées, et ils ont presque fait un aveu du caractère délibéré de la désinformation faite par les autorités. Dans la page 66, vous pouvez aller vérifier, ils ont mis que le gouvernement a été face à 2 objectifs qui étaient mal aisés d'articuler. D'un côté, informer correctement les gens, et de l'autre côté, vacciner. Ce qui est incroyable, parce que normalement, ils ne sont pas antagonistes, ces 2 objectifs. C'est d'abord, on informe, et ensuite, on traite, on propose. Ce n'est pas antagoniste. Et ils ont pris l'exemple de l'AstraZeneca, du vaccin AstraZeneca, et citent, je cite, hein, le coût, entre guillemets, et parlent du coût de la transparence. Ils ont dit, regardez, on a été transparent avec le vaccin AstraZeneca, ça a coûté la vie à ce vaccin, et il n'est plus prescrit. Donc moi, je leur ai dit, est-ce que la réputation du vaccin, l'injection du vaccin, l'emporte sur le respect du consentement et de la dignité humaine? Donc ils ont mis en balance, donc le doute, devrait-il profiter au produit ou est-ce qu'il doit profiter aux personnes? C'est ça la question en fait au final. Est-ce que vous avez des soucis avec le conseil de l'ordre des pharmaciens par la suite? Moins de 2 mois après, ce n'était pas l'ordre des pharmaciens, c'est le ministère de la Santé, via son organe administratif, le Centre national de gestion, ils ont engagé une procédure disciplinaire et ils m'ont révoqué quelques mois après. C'est une révocation, c'est-à-dire c'est définitif? C'est sans délai. J'ai introduit un recours devant le tribunal administratif, mais depuis le 4 février, c'était la révocation à effet immédiat. Donc j'ai plus de travail, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Et les arguments, c'est j'ai manqué mon devoir, un prétendu devoir de réserve. Ils écrivent que dans les documents de la procédure disciplinaire, vous trouverez où ils marquent les compétences d'Amin Oublil sont unanimement reconnues, ils ne sont pas remises en cause, que tout ce que je dis est vrai, mais qu'il ne fallait pas que je le dise au public.
C'est vrai ça que les pharmaciens ont un devoir de réserve? Les pharmaciens, vous reprenez le statut des fonctionnaires qui sont soumis au devoir de réserve, et il y a des articles qui disent le pharmacien, le médecin hospitalier ne sont pas soumis au devoir de réserve. Ils ne sont pas soumis au statut de fonctionnaire. Donc c'est marqué. Et c'est incompatible avec le devoir du pharmacien qui doit alerter sur les risques, sur les bénéfices, etc. La loi a accordé aux pharmaciens et aux médecins une indépendance professionnelle. Et cette indépendance, l'ordre des pharmaciens explique qu'elle est là non pas pour le confort du praticien, la preuve sur j'ai perdu mon travail, mais elle est là pour la protection du public et pour garder la confiance du public dans le système de soins. Et une fois que j'ai été révoqué par le ministère de la Santé, ils ont envoyé un courrier au l'ordre des pharmaciens qui ne m'a jamais inquiété depuis que j'exerce, jamais la moindre sanction. Et ils leur disent on l'a révoqué, qu'est-ce que vous faites? En gros, c'est un peu ça. Et ils mettent en copie M. Braun, François Braun, l'actuel ministre de la Santé, et Mme Agnès Firmin-Lebaudot, qui est une ministre déléguée aussi dans le domaine de la santé. Donc c'est carrément une injonction qui a été envoyée à l'ordre des pharmaciens. Et 15 jours après ma révocation, je reçois l'engagement d'une procédure disciplinaire par l'ordre des pharmaciens. Est-ce que vous pensez que le but c'était de faire de vous un exemple pour dissuader les autres? Les gens le pensent, oui. Parce que les gens parlent des universitaires qui ont envoyé témoignages et qui parlent de fusiller pour l'exemple. Alors aujourd'hui, un an après, où est-ce que vous en êtes? Un an après. Cette audition. Un an après, j'attends qu'on me dise quelles sont les informations inexactes que j'ai diffusées. À ce jour, je n'ai pas de réponse. Au contraire, toutes les alertes que j'ai diffusées sont avérées, fondées et exactes. Et les gens le constatent eux-mêmes, par eux-mêmes. Est-ce que vous voyez maintenant, avec le recul que l'on a en 2023, plus d'effets secondaires, des informations nouvelles dans l'appréciation de la situation de pharmacovigilance par rapport à ces vaccins? Tout est publié par l'ANSM. Ils ont reçu des notifications, mais l'éternel problème du lien de causalité n'est pas établi, en tout cas avec certitude, et la méthode d'imputabilité, en ce qui me concerne, n'a pas été respectée. C'est-à-dire quand vous avez... Moi j'ai fait 2 expertises à la demande de 2 avocats. Un premier avocat pénaliste, ancien bâtonnier, suite au décès d'un enfant, d'un jeune, vingtaine d'années, dans le sud de la France, dans le cadre d'une procédure pénale, de plainte, pour contrer une expertise faite par 2 professeurs de médecine. Voilà. Donc le parquet s'apprêtait à classer son suite. Après mon expertise, le dossier continue. Et pour un enfant qui a perdu la vue 4 jours après l'injection, et mon analyse a été intégralement, alors qu'on ne s'est pas du tout concerté, à la demande d'une autre avocate, l'analyse que j'ai proposée pour cet enfant a été intégralement, enfin le système officiel, l'hôpital qui prenait en charge cet enfant, le système pharmacovigilance officiel a émis la même conclusion que la mienne. C'est-à-dire, étant donné qu'on n'a pas identifié de cause certaine qui permettent d'expliquer pourquoi cet enfant est devenu quasiment aveugle 4 jours après l'injection, la conclusion qui s'impose, c'est qu'on ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas établi la certitude, mais en droit on appelle ça une présomption simple de causalité. Est-ce que vous pensez que les mois à venir, les années à venir, vont apporter de plus en plus d'éléments de preuve à charge contre cette vaccination de masse? Écoutez, les preuves sont déjà là. Hein. Je vous dis que les preuves sont déjà dans les écritures des autorités depuis le mois de décembre 2020. C'est-à-dire qu'on avait peu ou pas de données. Voilà, et qu'il s'agit d'une expérimentation, d'un essai clinique. Vous parlez de pari biologique? Oui, c'est un pari biologique. Il n'avait aucune... Même si les autorités avaient donné toutes les informations, s'ils avaient informé les gens qu'on a peu ou pas de données, la personne ne peut pas prendre une décision éclairée. Parce qu'il n'y avait pas de données.
Donc comment voulez-vous, si je vous dis ce médicament, je ne sais rien sur ce médicament, quelle décision vous allez prendre? Donc les gens étaient D'où le titre, l'impossible consentement. C'est comme des cobayes. Ben, c'est une expérimentation. C'est l'essai clinique. Hein. Le laboratoire biotech Pfizer attend un rapport pour décembre 2023 et juillet 2024 sur l'essai clinique. Donc c'est un essai clinique à grande échelle. À grande échelle, alors que dans le cas d'un essai clinique, les gens sont suivis. Et payés? Sans doute, oui, mais c'est pas le but. Mais bon. En tout cas, les cobayes de cette expérimentation n'ont ni été prévenus, ni rémunérés, ni surveillés. Voilà, alors que dans un essai clinique, vous êtes prévenu, bien informé, encadré, surveillé, on vous appelle régulièrement, vous devez déclarer. Là, les gens se vaccinent, ils sont lâchés dans la nature. Voilà. Et quand ils ont un problème d'effet indésirable, c'est le délit. Vous parlez de l'impossible consentement, alors vous pouvez nous en dire quelques mots, c'est le titre de votre ouvrage qui a été publié l'année dernière. Oui, c'est le rapport que j'ai remis au Sénat, à l'OPEX. C'est ce que j'explique. Il est impossible, dans ce genre de situation, lorsqu'on n'a pas de données, de prendre un consentement libre et éclairé. Voilà. Et après, il y a eu l'obligation vaccinale. Donc là, c'est un consentement qui est vicié par la loi. Et il faut savoir que la loi doit respecter la Constitution, elle doit respecter le droit européen et les conventions internationales. Et cette obligation vaccinale, même des directeurs d'hôpitaux ont diffusé l'information comme quoi l'obligation a été validée par le Conseil constitutionnel. C'est totalement faux. L'obligation, c'est l'article 12, et les suspensions à partir du 15 septembre, c'est une partie de l'article 14. Eh bien, cette partie de l'article 14 et l'article 12 sur l'obligation, le Conseil constitutionnel, dans la décision, il vous dit qu'il ne les a pas analysées. L'administration a l'obligation d'écarter une loi lorsque cette loi contredit le droit européen et les conventions internationales. Ils ont appliqué la loi, parce que c'est la loi. Le Parlement a voté la loi, alors que cette loi est contraire au droit européen. Les juges, pour l'instant, ils sont très... On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils sont très lents. Et donc, dans ces trois situations, on a de la jurisprudence administrative notamment, lorsqu'on n'écarte pas l'application d'une loi contraire au droit européen, ça engage la responsabilité de l'État. Que la personne impliquée soit le Parlement, que ce soit un juge, que ce soit l'administration, ils ont l'obligation d'écarter une loi qui est en contradiction avec le droit européen. Et il y a eu récemment, le 3 mai, un conseil de prud'homme. Une avocate a réussi à faire dire à un conseil des prud'hommes que l'obligation vaccinale est contraire au droit européen, elle est inconventionnelle. Malgré tout ça, tout ce que vous nous dites, toute la situation que l'on connaît s'est déroulée, est-ce que selon vous, on pourrait parler d'une sorte d'expérience de 1000 grammes à grandeur nature? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu altération psychologique des institutions, des personnes, des individus au poste de responsabilité? Moi, je me souviens d'un discours du président François Hollande en 2013 qui a été prononcé à la Sorbonne devant des représentants du Conseil d'État et d'autres institutions. Je vous invite vraiment à aller le consulter, à aller le lire. Ça s'appelait, de titre de mémoire, les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures. Il explique comment les fonctionnaires à l'époque mais pas qu'en France, hein, en Europe en général, comment les fonctionnaires ont suivi la majorité de la population, et notamment à l'époque de Vichy, pourquoi la majorité des fonctionnaires a suivi. Et il explique que les fonctionnaires se sont cachés derrière le devoir de réserve et de neutralité, qui était pour les fonctionnaires obligatoire. Donc ils se sont cachés derrière ça. Alors qu'ils ont constaté que l'État a changé de nature. Et donc ils étaient confrontés dans une période terrible, à des choix terribles. Soit ils désobéissaient, et là ils avaient des risques immédiats, perdre leur travail, peut-être à l'époque c'était autre chose que juste perdre son travail, c'était risquer leur vie. Ou alors faire comme tout le monde, suivre, exécuter, sans se poser de questions. Et là, ils sont confrontés à une souffrance morale interne à plus long terme. Et François Hollande, il a dit, il y a des moments dans l'histoire où il faut faire des choix pour l'État, pour son pays,
mais pour soi-même. Il y a des moments dans l'histoire où rien n'est plus important que de faire des choix. Vous vous interrogez en effet sur la décision de fonctionnaires placés devant le dilemme terrible, dans une période elle-même épouvantable, de continuer à servir l'État ou d'obéir à leur conscience. Donc, bon, j'ai fait le mien, c'est-à-dire tout simplement, j'ai fait mon travail. Vous n'aimez pas d'ailleurs, enfin en tout cas on en parlait dernièrement ensemble, vous n'appréciez pas qu'on parle de courage? Non. Non, c'est pas un courage, c'est quand votre voiture tombe en panne, vous allez voir votre garagiste, il la répare. Vous ne dites pas que votre garagiste est courageux. Donc là, moi j'ai une mission, je suis payé pour ça. La collectivité m'a permis de faire de grandes études pour ça, financées par l'État. Mes fonctions affichées au public, c'est l'information du public de façon indépendante, parce que pas de conflit d'intérêt. D'où vient d'ailleurs ce centre d'information indépendante? En 2007, l'idée est née en 2007 suite à la publication d'un rapport par l'Inspection générale des affaires sociales, qui s'appelle l'information des médecins généralistes, mais ça concernait tous les professionnels de santé. Et dans ce rapport, les GAS, les inspecteurs, expliquent que ce que certains qualifient de scandale sanitaire à répétition, la cause première, c'est l'information, qui est envoyée aux professionnels et au public, et que le problème, c'est que cette information émane de plusieurs sources dont l'indépendance n'est pas toujours garantie. Et c'est là où le CETIAP est, l'idée est. Donc là, j'apporte la preuve qu'il y a un décalage entre le discours, entre le constat et les décisions qui sont prises. Voilà. Donc là, l'indépendance de l'information, ça pose question. Comment vous voyez dans les prochains mois, les prochaines années? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ce qui va se passer dans l'avenir. Votre situation personnelle par rapport à votre travail? J'ai un projet. Je vais essayer de construire quelque chose qui s'inscrit dans la continuité de ce que je faisais déjà. Pour continuer d'informer, de former, de proposer au public. Bon, je m'adresse directement au principal concerné, c'est-à-dire le public. Parce que j'estime que l'information, ne pas pouvoir accéder à une information indépendante, vérifiable, accessible, quelle que soit la personne, quel que soit son milieu social, ses niveaux d'études, etc. Ne pas pouvoir accéder à cette information, c'est la première des pauvretés, des inégalités et des vulnérabilités. Là, on a eu la démonstration. Les gens qui s'estiment victimes d'effets indésirables et qui découvrent après qu'ils ont été trompés sur les données disponibles, on leur a dit le vaccin est sûr et efficace. Tous protégés, tous vaccinés, tous protégés. Monsieur Véran, si vous avez des courbatures, même les courbatures qui peuvent être tout simplement un effet bénin du vaccination, même l'effet bénin, il semble lié. Vous avez des affiches publicitaires par les ARS, les agents de régional de santé. Je me souviens d'une en particulier, deux jeunes, la vingtaine, qui s'embrassaient langoureusement avec un message « Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables ». Ça, c'est contraire à tout le dispositif législatif en matière d'information au droit de la santé. Parce que normalement, on ne fait pas de publicité sur des produits de santé. On n'a pas. Je vous avais dit qu'il faut que les gens soient informés des risques fréquents, au grave, même exceptionnels. S'il y a un seul cas grave, il faut qu'ils le sachent. Du bénéfice. Donc là, le bénéfice, on l'avait dans les documents officiels en décembre 2020. Pas de preuve. Donc, je vais essayer de développer cette... Voilà. Après, c'est aussi aux gens, ils ont une partie aussi de responsabilité, j'essaie de les responsabiliser. Quand ils vont acheter une voiture, un frigo, ils sont très regardants. Même la nourriture, ils regardent tout, les ingrédients. Tout. Et là, lorsqu'il s'agit de s'administrer un produit dont ils voient qu'on a mis très peu de temps pour l'évaluer, ils ne se posent pas plus que ça comme question. Et il y a aussi, je ne juge pas, hein, mais... On peut parler de religion, presque de dogme vaccinal.
En France, on nous a toujours expliqué, en liberté fondamentale, et même dans les médias, que la liberté d'expression, article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nous permet de critiquer les religions. Là, c'est plus qu'une religion. C'est autre chose. C'est nouveau, c'est une entité nouvelle. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que je ne sais pas. C'est à définir. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de critiquer. Un pharmacien n'a plus le droit de critiquer un rapport bénéfice-risque d'un médicament et il n'a plus le droit d'informer le patient sur la réalité des bénéfices, sur la réalité des risques. Donc, voilà. Je ne suis pas médium, mais je n'ai pas de boule de cristal, contrairement à d'autres. Moi, je regarde les faits et j'essaie de traduire ces faits, de les rendre accessibles et d'appliquer les règles qu'on nous a toujours apprises durant notre formation pour expliquer aux personnes, aux patients, ce que ça veut dire. Voilà. Et la loi, je vous rappelle, la loi, elle dit c'est au patient de prendre la décision. Depuis la loi Kouchner en 2002, c'est le patient qui est maître en matière de soins de prendre la décision. Et l'obligation, il y a des critères pour imposer quelque chose. Donc c'est des critères très, très restrictifs. Par exemple, dans le cas des vaccins, du moment où le vaccin n'empêche pas la transmission virale, la discussion s'arrête. Toute obligation est juridiquement impossible. Comment vous, après ces 2 jours passés ici à Saintes pour cette conférence du Conseil scientifique indépendant, comment vous avez vécu ces échanges? Eh bien, ça montrait, vu la compétence des intervenants, ça montre que c'est un sujet qui a plusieurs facettes, qui soulève des questions d'ordre philosophique, puisqu'on a eu des philosophes, d'ordre politique, médical, pharmaceutique, juridique. Bon, il y a eu des critiques, il y a une sénatrice apparentée les Républicains, il y a eu le représentant de Debout la France, des Patriotes. J'ai cru comprendre qu'une représentante des Verts était aussi invitée, mais qu'elle a décliné à la dernière minute. Et c'est pour ça que lors de mon intervention, j'ai dit là, on devrait inventer des conférences où on ne voit pas l'intervenant tant qu'il n'a pas fait son discours. C'est un peu comme dans l'émission de Voice, je ne sais pas si vous voyez. On juge le chanteur sur la qualité de sa voix et non pas sur son apparence ou son physique. Donc l'une des nouveautés aussi, ce qui était aussi inédit dans cette affaire, c'est de constater que les partis qui sont étiquetés extrême droite, je dis étiquetés, moi je ne juge pas, je ne sais pas qui est d'extrême droite, qui n'est pas d'extrême droite, mais les partis étiquetés d'extrême droite, qui sont pour ma part, qui ont eu un discours qui, pour ma part, était plus proche des données que moi je constatais en tant que pharmacien. Donc à partir de ce moment-là, moi je ne juge pas les personnes, ou leur appartenance, ou leur conviction politique, ou religieuse, philosophique, chacun pense ce qu'il veut. Moi, sur le dossier qui me concerne, ce sont ces personnes qui, pour ma part, ont eu un discours véridique envers la population. Donc à partir de ce moment-là, je peux travailler avec, non pas parce qu'ils sont d'accord avec moi, mais parce que c'est des gens qui acceptent la contradiction. Voilà. Après, le reste qu'ils font dans leur parti, moi ça ne me concerne même pas. Voilà. Donc c'est quand même regrettable de ne pas être capable de faire abstraction des divergences, de ne pas être capable de séparer les dossiers, les chemises. Un dossier, c'est une chemise ici. Et de ne pas être capable de travailler sur des questions qui, pour ma part, sont cruciales pour même l'avenir de la société, le vivre en commun. De ne pas, quelle que soit l'appartenance philosophique, religieuse, tout ce que vous voulez, toutes les divergences, la diversité, c'est dommage que lorsqu'il y a un dossier d'intérêt commun, que les gens ne travaillent pas ensemble sur le dossier, dans l'intérêt du pays, des personnes, etc. Donc ça, moi, ça me dépasse. Et de faire preuve de nuanciation. Oui, c'est tout de suite des étiquettes.
qui est d'ailleurs des étiquettes qui traduisent un manque d'arguments. Voilà. Donc quand on a, pour moi, un débat contradictoire, c'est j'ai dit ça, vous reprenez ma phrase, entre guillemets, et vous mettez les preuves vérifiables avec un raisonnement logique qui casse ce que j'ai dit. À partir de ce moment-là, moi, je retire et je m'excuse et je rectifie. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais si vous me dites quelque chose, tout de suite, je vous dis, vous êtes un ignare, vous ne comprenez rien, vous êtes nul, vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas pharmacien, vous êtes un simple citoyen de base, vous êtes femme de ménage, vous êtes garagiste, pourquoi vous posez des questions? Là, on sort complètement de tout, de l'humanité, on sort de tout, de respect, de tout ce que vous voulez. Voilà, parce que... Et moi, j'ai eu, parce que bon, je suis pharmacien, tout ça, mais il y en a qui le savent. Moi, j'ai grandi dans le football et dans le karaté Shotokan. Et donc, heureusement que j'ai ces soutiens. Mais pour moi, les personnes, je l'avais déjà dit, hein, les personnes qui m'ont posé les bonnes questions, ce sont des gens qui sont souvent sans diplôme. Parce qu'ils ont un sens très développé du bon sens. C'est des gens qui ont des parcours de vie souvent accidentés, qui savent ce que c'est que la vraie vie, qui sont au contact du sol, ils ne sont pas suspendus dans une bulle en l'air, enfermés dans leur bulle. Ils connaissent la vie. Ils voient ce que c'est que la vie, la réalité. Eh ben, ces personnes, eux, ce sont elles qui m'ont posé ce que je considère les bonnes questions. Des interrogations, des contradictions, ils les ont relevées, sans être diplômés de pharmacie ou de médecine. Aminouline, merci beaucoup. On rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui peuvent revoir l'ensemble de votre intervention dans cette conférence sur le replay qui a été diffusé sur, entre autres sur les plateformes, les réseaux sociaux du magazine Nexus. On rappelle aussi l'ouvrage que vous avez publié, L'impossible consentement, à quelles éditions? BOD. Édition BOD. C'est référencé par toutes les librairies, n'importe quelle librairie peut se le procurer. Est-ce qu'on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai un compte Twitter personnel avec mon nom, mon prénom. Et puis j'ai une page Facebook publique aussi. Tant que vous n'êtes pas encore censuré pour pouvoir... J'ai jamais été censuré par les GAFA. C'est encore quelque chose d'assez rare. Eh oui. Et c'est pour ça que ma révocation pose question. La direction de l'hôpital, quand elle était sous pression, elle m'a envoyé 4 recommandés pour que je supprime le blog du CETIAP, pour le rendre invisible du public. Sauf qu'il y avait des parlementaires, des avocats, tout ça, qui travaillaient sur ce blog, qui récupéraient les données pour... janvier 2022, le 21 janvier, je découvre que le blog a été supprimé, parce que c'est un blog qui a été hébergé par Google. Et je ne savais pas d'où vient cette suppression. Et je découvre, donc, je me suis défendu. Et bien figurez-vous que Google a rétabli le blog 25 jours après. Et lorsque j'ai été révoqué et que j'ai récupéré mon dossier et que j'ai pu le consulter intégralement après ma révocation, je découvre que c'est le Centre national de gestion, l'avocat du Centre national de gestion avec la direction de l'hôpital qui sont à l'origine de la demande de la suppression. Mais Google a rétabli le blog. Donc au final, et lorsque je suis passé au Sénat, tout le monde a remarqué, c'est peut-être une coïncidence aussi, dès que j'ai commencé à parler, au bout de 4 minutes, j'ai commencé par les incertitudes sur la composition, tout a sauté. Il n'y avait plus de connexion avec le public. Et qui avait amené M. Villani à s'interroger en disant « En 5 ans de présidence, je n'ai jamais vu ça ». Les gens qui ont suivi l'audition publique, ils sont très, très bien au courant, ils ont relevé. Tout le monde a parlé, dès que je parle sur la composition, plus de son. Interruption de diffusion avec le public. Vous avez des propos et des informations qui dérangent. Et ils sont dans les documents officiels. On invite vraiment... Je répète, ils sont dans les documents officiels. Il ne faut pas les chercher plus loin. Nos auditeurs à aller les consulter. L'autorisation de mise sur le marché pour commencer, mais intégralement. Annexe 1, Annexe 2 et Annexe 3. Annexe 1, c'est le Vidal, le livre rouge que les médecins sont censés consulter. L'Annexe 2, c'est particulier, c'est toutes les incertitudes qui restent sur la composition, etc. Je pense qu'ils ont dû le modifier depuis, parce qu'ils ont dû avoir de nouvelles données. Il faut reprendre le document original.
publié en décembre 2020, janvier 2021, etc. L'annexe 3, c'est la notice. Donc c'est document officiel. Et c'est compréhensible. N'importe qui, vous montrez à une personne censée, quels que soient ses diplômes, même sans diplôme du tout, vous lui dites « j'ai pas de données dans votre cas », qu'est-ce que vous faites? C'est la moindre des choses. On mettra évidemment les liens en description de cette vidéo pour que les auditeurs puissent les consulter et puissent se faire par eux-mêmes leur propre information. Merci beaucoup Amin Umlil. Merci à vous, merci à Nexus pour votre invitation. Et à très bientôt. Merci.